Faut-il revenir en Chine? Une question régulièrement posée sur ce plateau et l'optimisme semble d'ailleurs parfois revenir alors que les déclarations récentes de Xi Jinping avaient pu jeter un léger froid sur les investissements dans le pays. Déclaration quand ce n'était pas les actes du gouvernement chinois. Nous en parlons donc avec Michel Audebent, fondateur et directeur général de Gameway Asset. Bonjour Michel Audebent. Bonjour. Alors, le contexte chinois n'a pas l'air si rose que ça pour les investisseurs. Il y a cette croissance qui ralentit après avoir fait rêver tous les investisseurs fin 2020 et début 2021. Il y a les déclarations récentes de Xi Jinping à l'égard des riches. Il y a les régulations parfois rapides, parfois même assez brusques de fintech ou plus récemment de sociétés tech. On a l'impression, en tant qu'investisseur européen, que comme on n'a pas forcément la main sur tout ce qui pourrait se passer, mieux vaut ne pas y aller. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Alors je ne le partage pas, mais je le comprends très bien. D'accord. Et c'est vrai que les marchés chinois ne nous ont pas ménagé ces derniers temps. On a eu une période qui est un peu compliquée. De notre côté, on avait, on ne va pas dire anticipé, mais on a senti venir des petites choses. Et à partir de novembre dernier, on s'est sous-pondéré Chine. D'accord. Pourquoi ? Donc vous-même, vous avez partagé ces craintes-là ? On a partagé en partie ces craintes-là. D'accord. Alors, pas toutes, puisque là, quand on va à l'extrême des craintes, il y en a qui vous disent qu'il ne faut pas acheter d'actions chinoises, tout va être nationalisé, etc. Donc ça, on ne partage pas du tout. Mais le fait que la Chine rentrait dans une période difficile, oui, à partir de novembre, on a fait cet état des lieux. Pourquoi ? Ça a été l'arrêt de l'IPO de Ant Group, le révélateur. On a assez régulièrement, dans le marché, en tout cas, ce n'est pas la première fois que l'État chinois resserre un petit peu. Ça avait été le cas il y a 2-3 ans par rapport à Tencent. Ça avait duré une petite année. Classiquement, ce sont des périodes où la Chine a la main, où ça se passe plutôt bien. On a même cherché Jack Ma pendant un bout de temps, effectivement. Alors, retrouvé, mais il est plus discret. Oui, et donc, c'est dans ces périodes où elle a la main qu'elle pousse un peu son avantage. Et on a dans ces périodes-là des resserrements à différents niveaux qui s'installent dans la durée. Et c'est pas un coup, c'est on en profite pour passer un certain nombre de choses tant que tout va bien globalement. Pourquoi tout va bien ? Ça paraît un peu bizarre. La Chine était clairement en avance de cycle par rapport à nous post-Covid. Et donc le deuxième trimestre, ils étaient à 18 de croissance. Ils sont plus en train de se normaliser. Et ils étaient très à l'avance par rapport à ce qu'ils pensaient. Donc, ils ont un excédent de croissance, si je peux dire comme ça, qui leur permet d'être un peu plus actifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cette période de resserrement ? En fait, elle a eu 3 phases, où il y a eu 3 axes, puisque certains se superposent. Le premier axe, ça a été la reprise en main, en effet, vous citiez Jack Ma, dans le groupe, et des grands, c'est-à-dire bien sûr, Alibaba, Tencent, Meituan, etc. Où, si je simplifie, l'idée de Pékin, c'est de montrer who is the boss. Oui, c'est ça. Dès que ça commence à nous échapper, on rappelle qu'il y a le patron. Voilà, typiquement, Jack s'était permis d'être un petit peu péremptoire vis-à-vis de Pékin. À titre personnel, il aurait gagné 15 milliards de dollars sur l'introduction. 2 jours avant, Pékin a dit non, on ne mord pas la main qui mange, il te donne à manger, donc voilà, tes 15 milliards, tu peux faire une croix dessus. Ça s'est poursuivi. On a vu qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a des rumeurs actuellement possibles et éventuelles de démantèlement de l'IP, qui est la pépite justement de Ant Group, qui est la partie paiement online. Bon, on verra. Mais en tout cas, on voit que ça s'est poursuivi. Pardon. Et aujourd'hui, c'est clair. Donc, la Chine a repris la main et très clairement, les grands groupes comprennent que, je n'en veux qu'un exemple. Récemment, il y a eu conscience que dans le domaine de prospérité commune, on en reparlera, il fallait faire quelque chose. Les grands groupes ont généreusement fait des donations, tout à fait en phase avec ce que voulait Pékin. Donc voilà, le premier message est passé. Le deuxième message, ça a été tout ce qui est autour de la data. Et là, on a eu par exemple la période Didi, c'est pas que vous avez suivi, le Uber chinois, qui a été introduit en bourse de New York, et puis 2 jours après a reçu un gros coup de scud de Pékin. Là, c'est beaucoup plus compréhensible. On va dire que c'est une erreur de Didi, ou vraisemblablement de SoftBank, qui est l'actionnaire de référence de Didi. Pékin, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer en détail, mais estimé que les données de Didi, qui est donc un Uber, étaient stratégiques. Et que ces données, il ne fallait pas les communiquer à l'extérieur, et en particulier pas aux États-Unis. Dans le processus d'IPO aux États-Unis, vous savez qu'il y a accès à un certain nombre de données, et donc dès le début, Pékin a dit à Didi, attention, ça nous pose un problème, on n'est pas à l'aise avec ça. Donc en fait, si jamais on l'a vécu nous, si jamais on l'a vu, c'est que en fait, il y a eu une erreur à un moment et que ça a été introduit alors que ça n'aurait pas dû être introduit. C'est-à-dire qu'à un moment, alors que Pékin disait cela, qu'il n'y avait pas de loi qui interdisait ça. Vous savez, quand vous êtes chinois et que Pékin vous dit qu'il ne faut pas faire, vous ne faites pas de mariole. Faites pas. Bon, et là, a priori, SoftBank aurait poussé, un peu pris à la gorge, aurait poussé pour que Didi soit introduite.
contre l'avis de Pékin, enfin du moins sans avoir fait le due deal avec Pékin, et derrière Pékin a tapé. Et donc, oui, mais c'est une vraie question. C'est force est de constater qu'une entreprise chinoise, mais soutenue du coup par une banque internationale et qui fait son IPO aux États-Unis sur un marché international, en fait, peut de la même façon se voir couper, se faire couper du jour au lendemain par le gouvernement chinois pour le coup. Bien sûr, mais enfin le sujet c'est pas tellement le fait que ce soit des Japonais au capital, pas tellement le fait qu'elle était à New York. Si ce n'est l'aspect data, c'est vraiment un aspect data. D'accord. C'est sur la partie data où il y avait un vrai sujet. En groupe, il y a sûrement eu un aspect data aussi, puisque on n'y était pas, mais a priori, en réunion 2 jours avant l'arrêt de l'introduction entre Ant Group et Pékin aurait demandé à Jack Ma accès aux données, parce que vous savez, pour Pékin, quand même, quelque part, on n'est pas dans une grande démocratie, dans un système comme ça, avoir des entités privées non coopératives qui détiennent plus d'informations que vous, c'est juste insupportable. Bien sûr. Oui. Donc Pékin a demandé à avoir accès à ces informations. Ils n'ont pas eu. Jack Ma leur aurait joué un petit peu à la Jeff Bezos. Ce ne sont pas mes données, ce sont les données de mes clients, je n'y ai pas accès. Oui, les débats qu'on a vus entre Apple et le FBI aux États-Unis, effectivement. Oui. Donc ça, c'était la deuxième vague, tout ce qui est data. La troisième vague, c'est... Et là, alors ne doutons pas, la deuxième vague data, elle est là pour durer 15 ans. C'est la nouvelle version de la guerre économique, enfin une branche importante de la guerre économique sino-américaine. On va en avoir pendant un certain temps. La troisième patte, c'est une patte prospérité commune. Vous avez vu ce thème sortir récemment. Ouais. On va l'avoir très vraisemblablement jusqu'à l'élection de 2022, où je vous rappelle, Xi Jinping va être renouvelé pour 3 ans. C'est son troisième mandat. C'est quoi cette prospérité commune ? C'est en fait accentuer son marché intérieur, c'est ça ? C'est se retourner un peu vers son marché intérieur parce que la demande extérieure est moins présente, même si elle a porté justement ce rebond de la Chine sur les derniers mois ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une première partie qu'on peut peut-être plus qualifier d'idéologie, mais qui est une partie qui peut tout à fait se comprendre. C'est le sentiment, se réveiller un petit peu effaré le matin en se disant mais finalement on est plus égalitaire que les États-Unis. Il y a plus de milliardaires en Chine qu'aux États-Unis. Et en termes d'inégalité de revenus, nous, Chinois, sommes en train de reproduire le schéma américain que l'on maudissait. Donc il y a un vrai problème. Et puis, en effet, derrière, il y a le fait que si on répartit mieux la richesse, eh bien, on le sait bien, si on donne du revenu à des revenus faibles, il y a une propension à consommer qui est plus forte, ça relancera la consommation. Donc c'est ça un ensemble de choses. Et pour ne pas dire la raison principale, c'est aussi que, donc on l'a dit, Xi Jinping va se présenter l'an prochain pour un 3e mandat. C'est jamais arrivé depuis Deng Xiaoping, c'est historique. Et il y a dans le parti des voix qui commencent à monter en puissance, justement, contre ça, sur plus de redistribution. On est dans un monde trop inégalitaire. C'est bien de... Donc, on peut dire quoi ? Que c'est la fin de Deng Xiaoping, enrichissez-vous. Cette phase est arrivée. Là, maintenant, on a une phase qui est plus de répartition. Et par contre, est-ce que c'est un dossier que vous surveillez de très près aussi ? On le suit. On n'est pas du tout investi dans ce type de... On n'est pas dans l'immobilier, on n'a jamais été, on ne sera pas dans Evergrande. L'intérêt, c'est sur la partie dette. C'est ça ? On est en train de préparer la création de quelque chose dans la dette émergente. Donc, c'est surtout sur cet angle-là qu'on regarde le dossier Evergrande. Il est clair que la Chine a envie de nous redonner sa dette obligataire, qui est importante, même si elle se stabilise par rapport au PIB depuis 2-3 ans. Et c'est le deuxième marché dette au monde derrière les États-Unis, qui est très peu détenu par les étrangers. Donc ils veulent que les étrangers montent en puissance. Il est évident qu'ils doivent regarder dans ce cas-là à ne pas laisser trop de faillites qui feraient du mal aux étrangers. Donc c'est dans ce cas-là qu'il faut le regarder. Tout à fait. Et j'ai regardé un peu vos fonds, Michel. C'est vrai que Gen China, contrairement aux deux autres, se porte un peu moins bien. C'est pour quelle raison ? Oui, parce que la Chine, c'est vraiment la Chine qui a beaucoup baissé. C'est le seul fonds sur lequel l'indice est négatif. Voilà. On a réussi à être légèrement négatif, on a réussi à être légèrement positif. On a 3-4% d'avance, quelque chose comme ça. Donc c'est la principale raison. C'est que le pays qui a tiré vers le bas les émergents, qui cette année ont une performance relative par rapport à l'Europe pas bonne. Donc le pays qui a tiré vers le bas, c'est la Chine. Oui, c'est pour ça que c'était celui qui s'en était aussi sorti le mieux l'année passée, justement. Il faisait un peu plus de 37%, il avait 15% par rapport à son indice. Tout à fait. Alors juste, j'étais en train de dire, donc deux gros points négatifs fin d'année qui nous avaient incité à être sous-pondérés. Le premier, c'est celui-là, on l'a vu, c'est régulation. Et là, où est-ce que l'année, nous, on a le sentiment que le feu est en train d'être orange clair. C'est pas fini, on le voit encore ce matin. On va en avoir sûrement encore pendant une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, quelque part, on va dire jusqu'à l'automne, pour simplifier. Je disais, ça dure à peu près 1 an. Et puis, deuxième raison pour que quelque part, vers l'automne, vers la fin de l'année, ça s'améliore. Autant, je disais que cette année, ils sont en excellente croissance, autant l'an prochain, ils cherchent la croissance. Et donc, on va avoir, à notre avis, une politique beaucoup plus pro-business, quelque part à l'automne, au tournant de l'année, parce que n'oublions pas que Alibaba ou Tencent sont les 2 plus gros créateurs d'emplois en Chine. Donc voilà. Ça, c'est le premier feu rouge, il est en train de devenir orange. Le deuxième feu rouge, c'était par rapport à la politique de la Banque centrale. On a une banque centrale traditionnaliste. Ça veut dire que quand il y a la croissance, elle retire la liquidité.
18% de croissance second trimestre, elle a retiré la liquidité. C'est la raison de la baisse du marché chinois cette année. Principale. Je vous rappelle que si on ramenait les réserves de la Fed, le bilan de la Fed à là où il était il y a 10 ans, Wall Street partirait à la cave immédiatement. Donc, retrait de liquidité, c'est pas bon pour les marchés, mais par contre, c'est bon au moyen terme. Et d'ailleurs, parce on reprend des réserves qu'on pourra réutiliser plus tard, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous parlais d'une normalisation de la croissance à 5-6%. Dès cet été, on n'a pas trop vu, mais le taux de RRR a baissé, le taux de réserve des banques. Et on anticipe, nous, dans les semaines à venir, une politique centrale une politique de la Banque centrale chinoise qui sera plus positive, et donc on va avoir un regain de liquidité, ce qui devrait être très bon pour le marché. Ce feu qui était très rouge, maintenant là il est vert clair. Et vous reviendrez nous en parler dans quelques semaines, effectivement, et pour faire peut-être plus un focus sur la Banque centrale chinoise. Merci beaucoup en tout cas Michel Audebent de nous avoir détaillé un petit peu, être rentré parfois dans un détail qu'on n'identifiait pas toujours sur les raisons, ou en tout cas les raisons de chute subite ou d'IPO ou autre. Merci Michel Audebent, fondateur et directeur général de Gameway Asset. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.